Grand 1, le corps social, entre parenthèses phénoménologie, la répétition anthropique. Grand A, la logique du développement, la guerre civile et l'économie politique. Petit 1, de l'être au tribalisme clanique. Première entropie de point, la conquête de l'esclave. S'il est vrai que les données économiques et technologiques ne sont pas encore suffisantes pour autoriser un autre mode de production, elles se font de plus en plus constitutives d'infrastructures sociales. Entre parenthèses, ce mode de production, nous le verrons, sera créé de toutes pièces à partir de la décomposition de l'Empire romain pour accéder à la paradoxale mutation spirituelle du Moyen-Âge, la négation du vieux monde, puis sa décomposition. Fermeture de la parenthèse. Ce développement doit être désigné comme le paradoxal. Le pouvoir créateur de la guerre caractérise le vieux monde. Elle défait le monde et le refait. Elle pose la problématique et la résout. Elle traduit à la fois le répétitif et l'anthropique. Il faut bien reconnaître ce pouvoir démiurgique du vieux monde. Le pouvoir de création de la guerre permet de défaire l'ontologique, le pur répétitif, et de créer et reproduire le mode de production esclavagiste. L'anthropique est lui aussi révélé par l'économie de guerre selon les 3 cycles que nous avons reconstitués. Répétition et entropie constituent la pure logique de la guerre, surdéterminante de toutes les manifestations du progrès et paradoxale puisqu'elle apparaît comme pacificatrice. Le commencement de cette phénoménologie est l'acte social, par lequel l'être se défait, la rupture de l'être avec l'être. L'engendrement réciproque de l'endogamique et de l'exogamique devient disjonction. L'autre, la relation à l'autre, est alors rejet, antagonisme, conflit. Cette reconstitution du mouvement fondamental de l'être, lorsqu'il se défait en historicisation, permet de faire apparaître les grandes lois de la socialité et de la sociabilité. Il faut penser l'échange comme un ensemble dialectique. C'est bien la perfection originelle qui condamne l'être à l'entropie. La relation à l'autre, entre parenthèses le relationnel, en son origine, il faut en convenir, est réciprocité heureuse, complétude, engendrement réciproque de l'exogamie et de l'endogamie. Alors se développe la monade tribale, monde clos, sans porte ni fenêtre. Cette monade est, par définition, radicale, exclusion de l'autre tribu. L'endogamie n'est plus le moyen de la réciprocité, mais celui de l'exclusion. Le statut de l'endogamie, entre parenthèses tribale, est fondamentalement contradictoire. Son rôle est décisif. Il est à la fois moyen d'inclusion de l'autre dans le même, exogamie clanique, et exclusion de l'autre par le même, de tribu à tribu. Cette ambiguïté du relationnel se reconstitue et se reproduit avant toute psychologisation. Celle-ci, si on la fait intervenir, doit être proposée selon cette ambiguïté constitutive du relationnel. Nous tenons là les conditions d'un conflictuel qui, lorsqu'il se développera jusqu'au bout de sa logique, ne peut qu'en venir à la guerre. C'est que la monadologie tribale est déjà, en son principe, pluralisme de l'être. Les tribus. L'être se redistribue, se manifeste en étant. Le même est l'autre. Ce scandale logique est le principe du conflit. Car alors, pourquoi les étangs ne fusionnent pas pour se confondre dans le même? C'est qu'ils sont différents. À partir du même se développe la singularité de chaque étang. Celle-ci repose sur des particularités climatiques, géopolitiques, de situation stratégique, etc. Mais au-delà de ce circonstanciel, la singularité se fait irréductible par le système des totems et des tabous spécifiques à chaque tribu. Plus la menace de l'autre tribu se manifeste, et plus ce système se réifie. La monade tribale est bien un scandale logique. Le même est différent. Autant de même, autant de singularité. Le vertige logique et ontologique ne se traduit pas en école philosophique
mais en résolution guerrière. C'est que chaque tribu est doublement menacée par l'autre tribu, menacée par un autre qui est devenu totalement différent, porteur de la trahison intime du même, et porteur du résultat maléfique de cette trahison. L'autre devient l'ennemi, celui qui met en cause l'existence même de la tribu. C'est la situation de la guerre civile du même, de ce qu'il ne peut que devenir. Il ne peut y avoir conflit qu'à partir du même, de l'identique, du lieu commun, de l'enjeu commun, le tribalisme. Alors, les différences deviennent des concurrences. Chaque singularité se développe en tant que négation du même originel et en tant que négation de l'autre singularité. Cette situation condamne le tribalisme à une réification totale. 2 points. Chaque tribu, pour persévérer dans son être, renforce sa singularité et par conséquent son opposition à l'autre tribu. L'ultraconservatisme de l'exogamie clanique est le corollaire de cette transmutation de l'autre en ennemi, en principe de négation. L'exogamie devenue conflit est la cause de l'étonnante pérennité du clanisme, d'une entropie qui conservera intact cet échange originel. La cité antique est la solution de la problématique posée par le tribalisme et le second mouvement de la répétition anthropique. La situation de guerre civile généralisée ne peut qu'en venir à la guerre hégémonique, totale, exterministe. La cité antique résulte de l'annexion ou de l'élimination radicale des autres tribus. C'est le triomphe du tribalisme sur le tribalisme, d'une tribu sur les autres tribus. Alors, la mesure proposée, le système de la parenté, celui de l'endogamie tribale et de l'exogamie clanique, connaît un avatar essentiel, une restriction fondamentale. Si répétition il y a, elle doit composer avec le surgissement d'un autre système relationnel. Autrement dit, le principe répétitif doit tenir compte du développement, les deux termes se combinant même en complémentarité. Mais tout cela grâce à la guerre. Le développement alors ne peut être que la guerre, celui de l'économie de la guerre. Celle-ci est à la fois expression et règlement de la situation tribale, de son impasse conflictuelle, et accession au mode de production esclavagiste. La problématique du tribalisme trouve sa solution définitive. Le conflictuel métaphysique, la guerre des étangs, issue de la chute de l'être, accède à sa résolution économico-politique. La mise en forme tribale se continue en problématique économique. La situation existentielle devient l'intentionnalité sur laquelle peuvent se greffer, se développer les premiers éléments de l'économie politique. Nous proposons là l'origine de la guerre, sa raison d'être. Elle est la rencontre et la confusion de deux causalités originellement étrangères. 2 points. D'une part, l'intentionnalité belliqueuse issue du conflit inhérent à la division tribale, et d'autre part, le projet économique, celui du développement sans appareil économique médiateur. La guerre est le principe de ce développement en tant qu'expression de l'impuissance économique, échangiste de la tribu. Elle traduit un manque, la grande absence de la médiation. Elle permet ainsi d'éterniser le répétitif tout en accomplissant une mutation relative, interne, anthropique. Celle-ci apparaît déjà comme une structure, un système qui fera l'essence même de la féodalité, sa double signification, double conséquence de la guerre. Au vainqueur est dévolue la terre à exploiter. 2 points. Le colon, c'est-à-dire le vieux soldat qui reçoit comme récompense de sa bravoure une fixation à domicile, le droit d'exploiter le vaincu, l'esclave. La main-d'œuvre devenue nécessaire appartient au sol, se fait moyen de l'exploiter. Au-delà des déterminations originelles de la tribu, se crée un mode de production qui est une double exploitation de la terre et de l'homme. La guerre crée l'économie de guerre. Elle détermine les fondements de l'économie politique, d'avant l'économie politique. Elle joue le rôle d'un mode de production sans production. Cette économie est un aboutissement. Elle achève tout un parcours. Celui-ci commence par la guerre civile des tribus pour en venir à la guerre hégémonique qui s'achève par le triomphe d'une tribu sur les autres tribus. L'origine de la cité antique. Pour que l'économie politique accède à sa propre nature, à son autonomie catégorielle, il faut un conditionnement phénoménologique qui apporte les conditions d'antériorité, de mise en place historique.
Cette économie ne peut fonctionner que si l'histoire propose le conditionnement logique de sa naissance. Il faut un vainqueur et un vaincu, puisque c'est la loi même de la guerre, pour que le vaincu se transforme en moyen de production, en outil de travail, et le vainqueur en gérant et en surveillant. Alors peut apparaître et se développer la vie domestique, entre parenthèses, antichambre de la vie privée, grâce à l'esclavage domestique, à l'affranchi, entre parenthèses, qui devient libre comme salaire de son travail, spécialisé, ainsi le précepteur. L'esclavage est aussi nécessaire aux grands travaux et à l'élémentaire production de séries, entre parenthèses, des outils de travaux. La féodalité sera l'exploitation de cette situation, du progrès apparu par l'exploitation de l'homme. Il faudrait reprendre les fondements de l'ethnophilosophie et même de l'ethnologie, leurs entités constructivistes, entre parenthèses, primitifs, sauvages, barbares, civilisés, pour les dialectiser en fonction de l'impossible économie politique. Il faudrait corriger aussi l'implicite idéologie idéaliste et même manichéenne qui est sous-jacente à cette terminologie. Deux points. Celle de l'affrontement du pur et de l'impur, de l'originel et de l'historicité, de l'innocence et de la perversion. Le mal, alors, n'est pas originel, il vient d'ailleurs. La logique de l'entropie révèle, au contraire, que le mal est dans le même, originel. Le barbare naît du conflictuel constitué par le clonage tribal. La dialectique du barbare et du civilisé est en particulier totalement manipulée, même faussée, alors qu'elle se révèle moteur de l'histoire, principe du développement paradoxal, entre parenthèses, ignoré des spécialistes, du vieux monde, de la répétition anthropique de ces trois grandes périodes. La guerre civile du même est le cycle répétitif qui cache la dialectique du développement. Elle a le pouvoir d'engendrer les modes d'existence urbanistiques, infrastructuraux, dont l'organisation fonctionnelle et relationnelle tend à se substituer aux coutumes tribales. Deux points. La cité antique et l'Empire. Ce développement se fait selon les trois grands cycles. C'est d'abord le tribal, première atomisation sociale, Du jeu des ressemblances et différences naît la guerre civile du même. Celle-ci devient la guerre hégémonique qui permet à une tribu d'accéder au pouvoir absolu. C'est l'unification de la cité antique et la pacification. Du développement et de la concurrence des cités antiques naît et renaît la guerre civile du même. Celle-ci devient la guerre hégémonique qui permet à une cité d'accéder au pouvoir absolu. C'est l'unification de l'Empire, 3 petits points de suspension, et la pacification. Alors se révèle un autre pouvoir organisationnel et souterrain du vieux monde, pouvoir démiurgique, qui consiste à intégrer, absorber et surdéterminer toutes les données techniques et économiques qui apparaissent et s'accumulent dans le champ historique. Ces données interviennent tout d'abord empiriquement et partiellement dans la logique de la guerre. Ce sont elles qui, en dernière instance, font la différence, la suprématie d'une tribu, d'une cité antique, d'un empire. L'économie de guerre est certes répétitive, mais selon une progressive succession des cycles qui n'est autre que la manifestation et l'ordonnance du progrès. Un sens est déjà sous-jacent au devenir du vieux monde, qui donne sens au répétitif, mais qui doit encore se soumettre aux déterminations du mode de production esclavagiste. Ce sens, du non-sens répétitif, a le même pouvoir d'engendrer la réalité sociale, d'objectiver le développement technologique et économique. Le relationnel et le fonctionnel se formalisent et se codifient selon des formes urbanistiques. Deux points. La cité antique et l'Empire. La phénoménologie du vieux monde se dispose alors selon deux grandes périodes. Deux points. Celle de la chute ontologique dans l'historicité, le pur parcours de la répétition anthropique dans le mode de production esclavagiste, et celle où ce répétitif a le pouvoir d'intégrer et de surdéterminer le progrès dans des lieux synthétiques urbanistiques. Le système de la parenté, en tant que mesure de la répétition anthropique et reconstitution de la totalité de son parcours, témoigne aussi de ces deux grandes périodes. Il est le lieu démonstratif par excellence, celui de l'engendrement du relationnel, de la dialectique, de l'endogamie et de l'exogamie, du même et de l'autre. En sa première période, il est le lieu de rupture avec l'être, chute ontologique, mais acquisition du pouvoir de répéter. Ce système de la parenté
d'engendrement réciproque de l'endogamie et de l'exogamie devient la disjonction qui est à la fois péché ontologique et pouvoir de création. Car il ne faut pas penser la chute de l'être comme on pense le péché originel. À la place de la chute irrémédiable qui ne peut mettre qu'en état le péché, apparaît la distorsion originelle, la dispute de la créativité historique. C'est en ce sens qu'il faut entendre la situation ontologique et sa chute. Certes, celle-ci a une valeur symbolique de commencement, de fiction ou gnoséologique. Mais aussi et surtout, elle signifie la sortie effective du cocon ontologique, de l'immobilité de l'être. C'est le mouvement social qui apparaît en tant que création du tribal, en tant que contradiction qui autorise la dynamique sociale, les spatio-temporalités de la tribu. On peut même penser que l'entropie est créatrice et qu'elle est un pouvoir élémentaire de synthèse, ce qui donne la seconde période, celle de la cité antique et l'Empire. C'est qu'alors, l'entropie apparaît comme un manque, une absence, qui ne peuvent plus être comblés et qui jouent le rôle de structure d'accueil. Des éléments nouveaux de la technologie et de l'économie. Ces éléments, d'abord de substitution, de juxtaposition, sont intégrés selon de nouvelles pratiques fonctionnelles et relationnelles et tendent à se raccorder en de nouveaux ensembles organiques, urbanistiques. Cet élargissement du champ pratique a comme corollaire le resserrement du pouvoir politique qui en vient à un noyautage. Il faut que ce qui a été accordé dans le développement économique et politique soit rattrapé, compensé ailleurs, et selon l'instance sociale qui peut se prêter à ce rôle. Le système de la parenté. Après cette mise en point sur les deux grandes périodes de l'entropie et sur la dialectique de l'endogamie et de l'exogamie, nous allons reconstituer la phénoménologie de cette seconde grande période, celle de la cité antique et de l'Empire. Fin du tir. Donc on peut penser que là, comme la manière dont c'est fini, il y aura trois parties. Tribalisme clanique, en gros, cité antique et puis empire. Donc là, a priori, la première partie, donc c'était plutôt donc, sur le tribalisme clanique, bien qu'il y ait quelques points donc, sur la cité antique de développer. Bon. Enfin, ce texte-là, bon, effectivement, il est un peu... bon, la transition de la fin du livre 8 au début du livre 9 est un peu problématique, quoi. Mais on va peut-être la comprendre par la suite. Néanmoins, je pense que bon, là aussi, on peut voir à l'œuvre un peu le projet qu'il a, effectivement, de dire le réel selon sa logique. Hein. Bon, on peut penser par exemple que ce qu'il avait dit, par exemple, sur l'angoisse qui travaille finalement le corps sujet pour qu'émerge la subjectivité. On peut voir là, par exemple, des choses qui relèvent un peu de la même démarche, hein, de suivre la logique, dans le développement, par exemple, de la guerre. Quoi, hein. Donc la guerre qui, comme une logique qui traverse donc, ces périodes-là, mais pas la guerre pour la guerre, hein, mais bien souvent donc en vue de la pacification, c'est-à-dire de passer à un stade, de passer à un autre stade. Aussi, là il parle, je pense, pour un peu la première fois là, du système de la parenté, système de la parenté. Qui vient effectivement en appui un peu de ces instantiations sociales. Hein. Notamment, ça se voit là, par exemple dans la fin de ce que tu as lu. Donc, quand il dit donc
élargissement du champ pratique a comme corollaire le resserrement du pouvoir politique qui en vient à un noyautage. Donc il faut que ce qui a été accordé dans le développement économique et politique soit rattrapé, compensé ailleurs et selon l'instance sociale qui peut se prêter à ce rôle, de point, le système de la parenté. Donc l'intégration du système de la parenté, donc pour l'explication du développement de ces périodes. Voilà, effectivement, donc ce que tu disais là, sur la... Il parle encore de monade, ouais, effectivement, de monade, en parlant de la tribu, on va dire, dans ses premières instantiations, voilà, qui voit un peu, je pense comme il le dit, à la page 221, comme une forme de cocon ontologique qui révélerait un peu une certaine forme d'immobilité de l'être, quoi. Donc, et qui va être cassé par des dynamiques internes, quoi. Est-ce que vous avez des remarques sur ce passage? Apparemment, c'est le militant, c'est le tribal, quoi. C'est son système de tribu. Apparemment, il part effectivement du tribal. D'ailleurs, dans son exposé, là, j'ai l'impression qu'il fait une différence entre le tribal et le clanique. Ah bah oui. Hein, donc l'un devant être peut-être un ensemble de l'autre, quoi. Des clans qui seraient des... Le clanisme, c'est le tribalisme plus l'exogamie. C'est le tribalisme plus l'exogamie. Donc ça serait des Dans tribus un qui clan, échangeraient en... Comment? Dans un clan, t'as plusieurs tribus, quoi. Dans un clan, tu auras plusieurs tribus, quoi. Donc l'endogamie tribale et l'exogamie clanique. C'est ça. Oui. Non, c'est l'inverse. C'est l'exogamie tribale et l'endogamie clanique, donc c'est plutôt l'inverse. Ça se passe dans un même clan, mais... Endogamie tribale, exogamie clanique. Exogamie clanique. Oui, c'est ça. Le clanisme, c'est la réunion de plusieurs tribus. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette idée que la guerre, c'est un pouvoir créateur qui caractérise le vieux monde? Héraclite avait raison. La guerre est le principe de toute chose. Moi, ce que je comprends pas bien, c'est en page 216, hein, c'est comment on passe, apparemment, on est dans c'est bien la perfection originelle qui condamne l'être à l'entropie. Alors, la relation à l'autre, le relationnel, en son origine, il faut en convenir, et réciprocité heureuse. Complétude, engendrement réciproque de l'exogamie et de l'endogamie. Donc apparemment on part d'un truc où tout est harmonieux, quoi, en quelque sorte. Stable, disons. Stable. Alors se développe la monade tribale, monde clos, sans porte ni fenêtre.
Cette monade est par définition radicale exclusion de l'autre tribu. L'endogamie n'est plus le moyen de la réciprocité, mais celui de l'exclusion. Parce qu'avant, alors c'était au niveau de la réciprocité, mais alors je vois pas très bien. Si l'endogamie c'est le niveau de la réciprocité, pourquoi ça devient le niveau d'exclusion et à partir de quelle est la césure un peu qui fait qu'on passe de l'un à l'autre, on ne voit pas très bien, quoi, parce qu'il n'explique pas. Puis il y a la question géographique là, parce que du coup on est sur un modèle qui semble plutôt à un niveau européen, et c'est pas le modèle général. Ouais. Parce que du coup le système de la guerre, c'est le système tripartite qui ordonne les mythes occidentaux, Indo-européen. enfin presque tous, parce qu'il y a des communautés qui ne sont pas là-dessus. Donc du coup, la guerre, c'est le pouvoir, c'est la clé du pouvoir là, dans ces mythes-là. C'est le soldat, le prêtre et le paysan, quoi. Moi, je n'ai pas encore lu donc les traits de code quand il parle de l'époque médiévale. Il y a des limites géographiques ou c'est la France Moi, d'après ce que j'ai compris dans les traits de code, l'exogamie monogamique, elle est vue comme rattachée à la période féodale, mais permettre finalement au territoire qui est donc un ensemble de tribus qui se font plus ou moins la guerre, etc. quoi. Et par l'exogamie monogamique, de créer des alliances entre tribus qui pacifient le royaume et qui permettent de l'exploiter. De couper les forêts et puis de pouvoir travailler la terre et exploiter tout un territoire qui est couvert de forêts. Ça doit être quelque chose comme ça, enfin, d'après dans les traits de code, le passage de l'endogamie monogamique à l'exogamie monogamique, de l'endogamie polygamique à l'exogamie monogamique, c'est ça. C'est ça, quoi. Après c'est le triste. Bon, Comme le truc de... D'accord. Mais dans quelle région fou, etc. Dans quelle région Hein? Dans quelle région, je dis toute France. l'Europe. L'Europe Toute l'Europe était féodale, quoi. Donc je pense que ça s'est passé... enfin, c'est pas le même modèle dans les pays germains, quoi. Enfin, Ah oui, mais il y a eu la féodalité. oui, bien sûr. Même en Russie, il y en a aussi au Japon, je pense. Il y a eu la forme de féodalité. Le Japon, à cette époque-là, l'idée... Oui, enfin là c'est annexe, quoi. Mais je pense que là il parle surtout de la France, quoi, hein, c'est clair, mais on peut l'étendre à toute la période du monde occidental, chrétien, qui avait été finalement sous l'emprise de Rome, plus ou moins.
Ouais, non, c'est vrai que ça a l'air d'être important, quoi, le fait de... D'ailleurs, c'est le... C'est, paraît-il, le titre du livre 9. Qu'est-ce que c'est déjà de l'exogamie, monogamie comme... Qu'est-ce que c'est le titre, Arthur? Le titre de quoi, pardon? Du livre 9 que tu as dit. C'est ça, c'est l'exogamie monogamique, clé de l'histoire. Et Clé de l'histoire. clé de l'histoire. Donc c'est ça qui travaillerait l'histoire. Il y a aussi des mots, il y a quand même des mots qu'il emploie dans un certain sens. Je ne pense pas que c'est vraiment le sens initial, comme c'est souvent parfois le cas avec tout cela. Parce qu'il parle d'entropie. Et la première entropie, apparemment, d'après dans le titre, c'est la conquête de l'esclave. Je ne vois pas en quoi c'est l'entropie, mais l'entropie, c'est plutôt au niveau thermodynamique, les molécules qui se... C'est un équilibre stable, quoi. Un équilibre stable. Donc ça veut dire première entropie, donc un équilibre stable, ce serait la conquête de l'esclave. Non, l'entropie, c'est pas un principe de stabilité. C'est un principe d'instabilité, non? C'est un principe d'instabilité. Parce que C'est un d'équilibre, c'est un principe d'équilibre thermodynamique. Non, le principe d'équilibre, c'est le principe de conservation de l'énergie. Conservation. Mais oui. L'entropie, tout système est sujet à... Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Ouais. Tout système est sujet à une déperdition d'énergie. Et la somme totale d'énergie est constante. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tend vers un équilibre à énergie zéro, quoi. L'entropie... L'énergie zéro, c'est l'énergie constante. Constante, oui. Équilibré, quoi. Un équilibre d'énergie, donc c'est stabilité, d'une certaine façon. Oui, mais stabilité avec déperdition de l'hétérogénéité, c'est-à-dire que tu as finalement l'entropie, ça veut dire que tu as un système certes stable, mais qui est au niveau zéro, si tu veux, de l'hétérogénéité, oui. par opposition à la négantropie. Par exemple, la vie est un processus négantropique parce qu'elle va contre la diffusion homogène des molécules. Quoi. Bon, finalement, t'as des... Alors, je me trompe quand je dis équilibre thermodynamique, c'est-à-dire... c'est stable, mais stable et peu... normalement peu abouti, quoi, comme état de la matière. Je sais pas, j'ai l'impression, hein, c'est des vagues souvenirs que j'ai de ça, quoi, donc au contraire de la négantropie qui serait le processus, par exemple, de la vie, quoi, c'est d'aller contre l'homogénéisation et la stabilisation, certes, mais totalement homogène des systèmes, quoi. C'est-à-dire que là, je ne vois pas en quoi la première entropie, donc la conquête de l'esclave, pourquoi c'est une entropie? Du coup, un système économique se stabilise avec l'usage des esclaves, on pourrait dire. Non? Oui, c'est-à-dire que l'usage de l'esclave, effectivement, c'est à un moment donné, c'est un moyen d'exploiter le territoire, quoi, hein. C'est pour ça que ça apparaît, je crois qu'il le dit à un moment donné. Je sais pas quand ça date, parce qu'on a pris une trace par rapport à l'esclavage, on sait quand ça peut s'arrêter, mais...
C'est-à-dire, quand il parle de l'économie politique, il dit « cette économie ne peut fonctionner que si l'histoire propose le conditionnement logique de sa naissance. » Et il le dit après, il faut un vainqueur et un vaincu. Donc pour qu'il y ait l'économie politique, le conditionnement logique de sa naissance, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, puisque c'est la loi même de la guerre. Pour que le vaincu se transforme en moyen de production, en outil de travail, et le vainqueur en gérant et surveillant. Donc, pour que l'économie politique apparaisse, d'après ce qu'il dit, il y a un conditionnement logique qui fait intervenir la guerre, quoi. Et après, il dit la féodalité sera l'exploitation de cette situation, du progrès apparu par l'exploitation de l'homme. Ça, c'est un classique. Alors le monde chrétien qui émancipe l'esclave. Émancipe l'esclave, le monde chrétien. Si, c'est Oui. Saint Paul. Je suis désolé. Saint Paul disait Maître, tu verras. Non, mais justement, il n'y a plus qu'un seul maître, c'est Dieu, c'est pas. Tu connais pas les bases d'histoire. Non. Hein Non. Non, mais c'est ça, oui. Le servage, quand même, c'est quand même. D'accord, mais ça c'est autre chose, c'est pas l'esclavage antique. L'esclavage, je sais pas, parce que l'esclave. Il y a une propriété terrienne avec ça. un fermier qui utilise des gens, qui payent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je dois avouer qu'il y a une science qui est née, qui maintenant fait une science, une pseudo-science qui s'appelle la systémique, qui aime bien reprendre comme ça des concepts de thermodynamique, la théorie de l'entropie, la négantropie, ce genre de choses-là. J'ai toujours été, de ce que j'ai pu lire, un peu perplexe devant les utilisations au corps social et la tentative d'essayer de... Ouais. Moi, la théorie de l'entropie, bon, j'ai fait un peu de thermo quand j'étais en prépa, donc c'est loin, loin, loin. Il y a une autre théorie d'entropie qui est la théorie de Shannon, de l'information, qui est similaire, qui consiste en gros à évaluer l'information qu'on a dans des messages en fonction de leur codage. Bon, en fait, il y a des ponts entre la théorie thermodynamique de l'information et la théorie de l'information et la théorie dynamique. Mais par exemple là, quand vous disiez que c'était une histoire d'équilibre homogénéisé, on a un peu le même principe avec la théorie de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, un symbole, on peut lui calculer son entropie à partir de sa probabilité, qui varie en raison inverse. Plus un système, plus un signal, on va dire un mot code, pour le dire simplement, dans un signal est représenté, moins il représente d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, moins c'est représenté, plus ça a d'informations. Et du coup, en fait, quand on a on va dire un vocabulaire de différents mots avec des probabilités qu'on accorde à chacun, on se rend compte que l'entropie est maximale. L'entropie considérée comme la somme des entropies de chacun des mots, du sac de mots, avec ses probabilités, elle est maximale quand tous les mots ont la même probabilité. Voilà. Ce qui correspond à l'homogénéisation dans la théorie thermodynamique, la conception de l'entropie. Et effectivement, je sais que Bernard Stiegler, par exemple, adore parler de ça, de négantropie, l'entropie, quand il utilise ça en économie, il dit... qualifie le capitalisme, enfin les différentes cyclicités du capitalisme en reprenant les travaux de Schumpeter comme étant des capacités à produire de la négantropie et pour pouvoir produire du nouveau alors qu'il y a une baisse tendancielle du taux de profit qui fait qu'il y a systématiquement un phénomène d'affaissement.
Bon, pour moi, c'est utiliser du vocabulaire scientifique pour essayer de parler d'économie, mais sans forcément que ce soit si pertinent que ça, quoi. Ou alors on évalue la société, on dit là, la société porte de l'information, là on porte moins, et puis du coup après C'est plus les théories de l'information, Voilà, Popper et tout ça. C'est ça, oui, bien sûr. D'autant plus qu'il ne semble pas, lui, les utiliser dans le sens habituel, comme parfois il le fait. Quoi. Qui ça? Kluskar. Kluskar, ah non, mais Entropie. Kluskar, je pense que je sais. Enfin, on voit pas tellement ce que ça a à faire avec la notion thermodynamique d'entropie, a priori. Quoi. Mais peut-être que je comprends pas. moi j'ai fait un peu de thermo et j'ai fait pas mal de théorie de l'information parce que je suis quand même dans une école de télécom et j'ai jamais compris, j'en ai fait beaucoup, mais l'utilisation en sciences sociales, moi ça me dépasse un peu, quoi. Je suis pas dans l'évaluation des scénarios catastrophes où tu as d'un côté la catastrophe climatique, la catastrophe d'un point de vue sismologique, la catastrophe d'un point de vue social, d'un point de vue spirituel, métaphysique, et puis après on fait des modèles et puis on dit bah ça va péter d'une manière ou d'une autre, bon, c'est très sympa, mais ça explique pas grand chose d'un point de vue processuel. Donc, en même temps, c'est certainement il y a des publications, il y a des livres, il y a certainement c'est considéré aux États-Unis comme une science, hein, y a pas de souci, mais moi le peu que j'ai lu m'a jamais convaincu sur le plan. Ou même mettre sur le même plan l'entropie au sein de l'espèce et puis l'entropie au sein de la société, disant bah voilà, il y a des fois il y a des extinctions animales et puis il y a des fois il y a des productions de nouvelles espèces, puis pareil dans la société il y a des choses qui disparaissent, des choses qui apparaissent. Je comprends pas le truc. Voilà. Moi, je suis entièrement d'accord avec Popper. Bah, c'est-à-dire que c'est une modélisation absolue de la société, quoi. Voilà. Une modélisation intégrale de tout. Puis ça peut pas partir très très loin, l'utilisation de théorie de l'information, parce que moi quand j'ai fait ma thèse, je me suis intéressé aux émotions. Avant de définir mon sujet, je m'étais intéressé au calcul, à l'évaluation des affects, et à la théorie des groupes, comme ça. Et il y avait des applications de ce genre de théorie de l'information au groupe, c'est de la sociologie, ils appellent ça du socio-constructivisme. Et puis ça s'applique à des groupes, à des populations dans des écoles, ça s'applique à des étudiants, et puis en fait, c'est toujours l'idée que les gens sont dans un bocal et puis qu'on va expliquer comment ça se passe. Et il y a des choses qui m'avaient fait halluciner, des articles assez drôles que j'avais lus où il y avait un quatuor. En fait, les gens avaient une caméra et puis un capteur sur la tête, et donc en fait, c'était un quatuor à cordes, hein, avec la disposition classique. Et puis, il s'agirait de mesurer l'information qui était portée par le parallélépipède qui était constitué par la position des musiciens de leur tête. Donc évidemment ça variait, donc on pouvait regarder pendant qu'on jouait, il y avait des fois où ça s'agitait un peu, donc on voyait le parallélépipède qui grossissait comme ça, et puis des fois ça bougeait, ça translatait comme ça, et ça faisait des choses assez drôles, et il y avait du coup ça produisait des séries, on pouvait imaginer, je sais pas moi, le plus grand écart existant entre musiciens, la somme des trucs, et puis à la fin ça fait de la théorie d'information, parce qu'on a un signal, et puis on l'évalue, puis on dit alors là vous voyez, là il y a un peu d'hésitation, Là, il y a du sens, là, il y a du sens, là ça bouge, là, il y a de l'information, là. Et puis après, ils faisaient des corrélations, ils disaient, ah, là, il y a de l'info, et puis ça, comme par hasard, on arrive au développement, genre, je sais pas, dans un truc beethovenien, j'en sais rien, enfin, c'est bien foutu, hein, et il y en a qui se font du pognon en racontant ces conneries. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue esthétique, mais c'est l'application des maths et de la théorie de l'info à ce genre de truc-là. Ou alors quand on compare, par exemple, vous allez avoir 3 ou 4 quatuors qui jouent la même pièce, et puis après on fait des corrélations. Voilà. Donc on a à peu près les mêmes choses, mais il y a des corrélations, et puis il y a des effets à la marge, et puis là, le quatuor, là, oui, c'est des Français, ils comprennent pas grand-chose à la profondeur du romantisme allemand, un truc comme ça, on peut imaginer plein de trucs comme ça qui sont complètement déconnants, quoi. Ou alors, je sais pas, on fait jouer Debussy par des Allemands, ils comprennent pas l'esprit un peu provocant. Il y en a qui se spécialisent là-dedans. Bon, évidemment, d'un point de vue épistémologique, c'est dangereux, parce que je veux dire, dans ce cas-là, ça consiste à utiliser la mathématique et la théorie du signal, qui est en fait une branche pour moi pas du signal, en particulier la théorie de l'information, qui est une branche en fait des probabilités,
pour pouvoir donner un vernis de vérité à des réalités qui sont pas du tout quantifiables. Quoi. Les impostures intellectuelles de Bricmont et... Ouais, sauf que lui, Bricmont, il en fait partie. Mais... Oui, oui. C'est Non, pas mais je veux dire, le bouquin parlait de ça, quoi. Enfin, Oui, oui, il y a non, 20 mais- il y a 30 ans ou 40 ans. Je sais pas. Moi, je dirais que, déjà, pour moi, ce livre neuf marque un changement de terrain, dans la mesure où on arrive sur la proto-histoire, Ouais. c'est-à-dire sur quelque chose qui est un peu mieux connu peut-être Que l'angoisse. que l'angoisse, Et pourtant. et l'homme pour la vie aussi, n'oublions pas. Mais après, Il est 18h05. il est 18h05. Oui. Vas-y, finis ce que Vas-y, tu veux vas-y. dire. Je termine en vitesse. Après, moi je pense que le schéma qui est proposé, enfin il m'interroge. Il m'interroge parce que ce principe de la guerre créatrice, là aussi on pourrait en chercher l'histoire, dans l'histoire de la pensée. Il n'y a pas eu des bons moments. Hein. Et puis, présentation de la monade tribale, moi je pense, enfin la monade tribale, qu'est-ce que c'est quoi je ne comprends pas bien cette notion. Pour moi, la tribu elle-même est d'emblée un champ de praxis, un champ de production pour la survie, et donc un champ de contradiction, une entité hiérarchique avec des règles de fonctionnement qui sont propres à la tribu, ou qui sont des règles de fonctionnement liées à la constitution biologique, qui sont des règles de fonctionnement qui vont pouvoir découler de certains éléments de plénitude ou de pénurie, et qui vont déterminer un comportement, et je ne retrouve pas tout ça là-dedans. Pour moi, par exemple, la question de la concurrence sur le même territoire, la question de la destination des surplus, ou au contraire de la pénurie, etc. Tous ces éléments-là qui sont des éléments que j'ai trouvés durant ma vie de lecture dans des explications matérialistes des premiers moments de la constitution des sociétés humaines, disparaissent. On ne retient que la guerre créatrice, alors que la guerre est jouée, enfin la guerre, le combat entre les tribus. Parce que la guerre, c'est une notion relativement moderne quand même. La guerre suppose un appareil guerrier, suppose une organisation, suppose une division sociale bien spécifique et déjà très élaborée, où des individus sont à temps plein ou partiellement destinés à trucider les gens de la tribu d'à côté. Enfin, bon, mais disons le conflit, c'est... Et puis je crois aussi que plus on avance dans la compréhension des sociétés pré-esclavagistes, et plus on comprend l'importance des échanges qui ont eu lieu très tôt dans l'histoire de l'humanité. Je lisais récemment un article là-dessus où on a établi aujourd'hui que certains objets du paléolithique supérieur voyageaient de 5000 km en Europe. Ça veut dire que ça ne peut pas se mettre uniquement sur le compte de la guerre, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des voies commerciales, enfin des voies d'échange en tout cas, et je crois qu'il va falloir qu'on comprenne mieux tout ça, parce que des voies d'échange sur des produits qui étaient, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, pas des produits de première nécessité, des produits déjà élaborés, rares. Ça veut dire qu'il y a un commerce de la rareté très tôt,
Et la guerre, sans doute, ponctue les flux, mais les flux sont là, avant la guerre. Voilà. Je trouve que ça, c'est... Oui, ils ont fait un opérateur Ouais, c'est logique, on va dire, qui pour... qui projeté dans le passé, quoi, alors qu'il... Et puis la cité Pas antique, faux. Pour moi, elle ne s'explique pas uniquement par un phénomène de clanisme, d'endogamie clanique. Elle s'explique aussi par les échanges. Ils en parlent Les après. grandes cités antiques, elles sont sur des voies de communication qui sont déjà très structurées 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça. C'est là que on ne peut pas penser sans l'état des connaissances que l'on a de ces sociétés à aujourd'hui. C'est Ouais, c'est impossible. ce qu'il faudrait faire. Et on peut dresser des hypothèses. Je pense que globalement, on voit par exemple ce que disent Marx et Lénine de tout ça. C'est daté par certains côtés, mais ça reste fondamentalement, ça confirme fondamentalement, et en général, les découvertes qu'on fait ultérieurement. Et je dirais même qu'aujourd'hui, les découvertes qu'on fait là-dessus vont renforcer ce que disait Marx, alors qu'à une époque, on a pu penser le contraire. Donc, bon, mais en même temps, je ne veux pas faire de Marx le bon Dieu qui avait tout compris, mais on faut travailler sur des hypothèses à partir de documentation sur des connaissances qu'on peut avoir, quoi. Oui. Parce que là, on est quand même dans la métaphysique de la société. Hein, alors, et en plus, effectivement, tu le dis justement, l'appel au modèle anthropologique, au modèle anthropique, bon, c'est C'est un modèle qui explique rien. c'est un modèle qui n'explique rien, en tout cas qui... Oui, puis c'est une construction, c'est Voilà. pas Je suis un peu perplexe. ordonné.